Cinéma Radio. Alors, vous nous en avez caché des choses. Vous passez à la télé ce soir. Ça alors? Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec l'un des cinéastes les plus récompensés au monde, avec notamment Délicatessen, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Alien Résurrection, La cité des enfants perdus et d'autres films. Bonjour Jean-Pierre Jeunet. Ben oui, bonjour alors. Merci d'avoir accepté ce moment de partage, moment que nous réalisons grâce aux prouesses techniques. On est avec une connexion internet, donc si le son n'est pas toujours excellent, on vous priera évidemment de bien vouloir nous en excuser. Vous êtes chez vous là? Je suis en Provence, oui. En Provence, que vous affectionnez particulièrement? Oui, j'en ai un petit peu marre de Paris, encore que j'habite plus Paris, j'habite à Montmartre, ce qui est très différent. Je suis un citoyen de la ville de Montmartre. Bien, et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve de temps en temps Montmartre dans vos films. Ça a pu arriver. et qu'on trouve aussi l'exposition en ce moment Caro Jeunet à la Halle Saint-Pierre, qui est au pied du Sacré-Cœur, oui, jusqu'à fin juillet, avec 300 objets de nos films, des costumes, des storyboards, des objets qu'on a fabriqués, des dessins d'études, etc., etc. C'est une super expo. Donc j'en profite pour placer ça, et qui va se déplacer après à Lyon au musée Cinéma et Miniature à partir d'octobre. Donc vraiment allez-y, et puis on peut également vous conseiller d'aller sur votre site, Jean-Pierre Jeunet, le site de Jean-Pierre Jeunet officiel, pour avoir toutes vos informations et notamment des infos sur cette exposition. Je suis pas très réseaux sociaux moi, donc je me concentre sur le site et je mets de temps en temps des choses qui valent le coup, quoi. J'ai horreur des gens qui photographient leur assiette pour me montrer qu'ils sont en train de manger une blanquette de veau, ça m'énerve, quoi. Vous proposez par exemple des photos de personnes sur Pinterest qui ce sont des artistes qui se sont amusés à reprendre ou à s'inspirer en tout cas du film Amélie Poulain. Mais oui, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je faisais un peu de recherche et tout d'un coup je me suis aperçu qu'il y en avait des centaines et des centaines, quoi. C'est vrai. Donc voilà, j'ai fait une petite brève là-dessus sur mon site. Vous avez décidé, Jean-Pierre, d'écrire un livre sur vos anecdotes au cinéma, vos anecdotes personnelles, évidemment aussi. De cinéma, toujours en rapport avec le cinéma. Et toujours en rapport au cinéma. Alors le livre s'intitule 500 Je me souviens, anecdotes de tournage. C'est votre premier ouvrage. Pourquoi avoir attendu finalement autant de temps pour un premier livre, alors qu'on imagine que des anecdotes, il y en a depuis longtemps et des centaines. Je considère même pas que c'est un livre pour moi. C'est vraiment, c'est un peu comme les brèves de comptoir de Goriot. Oui. C'est des petites cacahuètes qui se consomment, vous voyez, sans modération. On peut vraiment piocher au hasard, en lire 2-3 pendant le petit déjeuner comme ça ou dans une salle d'attente. C'est un peu comme ça que j'ai conçu ça. Moi, j'ai plutôt un don naturel pour me rappeler des anecdotes marrantes, ludiques. C'est comme ça que j'ai fait Amélie au départ. C'était toute une collection de souvenirs ou d'anecdotes que j'ai entendues. Donc voilà, j'en avais tellement que je me suis dit à un moment, autant en faire quelque chose. Au départ, pour être très sincère, je voulais en faire quelque chose de filmé. Puis aujourd'hui, tout est devenu tellement compliqué avec les problèmes de droit que ça devenait un enfer au niveau des images. Donc je me suis dit c'est plus simple de les rédiger. Et puis elles sont illustrées aussi par Romain Segaud qui signe Charlie Poppins, qui est en fait l'animateur des escargots, de deux escargots s'en vont, mon film d'animation. Donc il sait aussi faire des dessins d'humour et il a illustré chaque chapitre avec un petit dessin formidable. Et en fait il y en a plus que 500, on a mis 500 pour le titre, mais il y en a je sais pas combien, il y en a beaucoup plus en fait. Je me suis demandé à la lecture de cet ouvrage, est-ce que vous pourriez à l'avenir proposer un ouvrage avec d'autres anecdotes ou est-ce que vous les avez toutes placées dans cet ouvrage? Alors il y en a que certaines que j'ai réservées parce qu'un autre livre va sortir sur Caro Jeunet suite à l'exposition. Donc pour éviter des doublons, il y en a certaines que j'ai mis de côté. Et puis déjà, régulièrement, je raconte à mes amis, je me dis mais elle n'était pas dans le livre celle-là. Donc je la note et probablement que si jamais on en vend quelques-uns de livres, il y aura peut-être 500, je me souviens, numéro 2, le retour, quoi. Peut-être je vais continuer. Est-ce que ça vous a supposé un gros effort de mémoire, de vous remémorer toutes ces anecdotes, ou est-ce que elles vous reviennent comme ça régulièrement? Oui, c'est ça. Donc elles étaient déjà un peu plus ou moins en stock, plus ou moins notées, ou au moins dans un coin de ma tête. Après, ça dépend des films. Les derniers films, j'avais moins pratiqué cet exercice. Mais c'est un petit peu comme un placard ou le coffre à jouets ou c'est un peu comme votre vieille collection de vinyles. Vous commencez à en réécouter un, puis deux, puis hop, il y a toutes les autres qui reviennent en mémoire. Donc voilà, vous ouvrez le placard, il y a tout qui revient très facilement. Dès que vous commencez à tirer sur le fil, les autres arrivent assez facilement, quoi. Parfois, vous avez eu besoin de l'aide de quelqu'un pour avoir, on va dire, la précision d'une anecdote?
Non, non, pas du tout. Non, non, puis je triche un petit peu. Des fois, je les embellis ou on me dit non, c'était pas exactement ça. T'avais pas dit exactement ça, mais c'est pas grave. C'est un peu l'idée qu'on s'en fait, quoi. Donc là encore, il y a un parallèle avec les brèves de comptoir. Oui, c'est ça. Oui, je pense, oui. Mais c'est quand même à chaque fois des histoires vraies. Hein. J'ai rien inventé. Il n'y en a pas une seule qui est inventée. Votre maison d'édition, c'est Leitmotiv. Votre éditeur, c'est votre jeune frère. Je crois que vous avez 11 ans de plus que lui. C'est lui qui, quelque part, vous a poussé à écrire cet ouvrage ou c'est vous qui lui avez proposé? Comment s'est passée cette collaboration familiale? Il avait parlé à un moment de faire un truc sur moi, un bouquin sur moi. Et puis, je sais pas trop où en était le projet. Et comme je vous dis, ce projet était un peu dans mes cartons depuis longtemps. Puis à un moment, je me suis dit, allez, faut en finir, j'en ai marre, j'aime pas les choses pas finies. Quand je commence un truc, faut le finir. Donc, je me suis adressé à lui en premier. J'aurais pu m'adresser à un plus gros éditeur, avec plus de pignon sur rue, mais j'ai préféré faire ça avec lui. Ça s'est fait très vite, en fait. Il a fait ça très professionnellement. Romain Segaud a réagi très vite sur les dessins. Et tout ça s'est fait en 2 mois. Vous parlez évidemment un petit peu de lui, enfin en tout cas dans la préface, vous parlez de votre frère, vous avouez l'avoir laissé gagner au football quand vous étiez enfant. Comment il a réagi quand il a lu ça? Il a été déçu? Moi, je pense que je triche un peu, j'ai dû lui raconter l'histoire déjà plusieurs fois. Ouais, non, mais il était tout petit, il devait avoir 4 ou 5 ans, hein, donc moi j'en avais une quinzaine. Ouais. Ah oui, voilà. Non, je calcule mal, oui. Mais non, mais je me souviens aussi d'une fois où il s'amusait à s'enfermer dans un rempart de Lego et discrètement je les enlevais et ce qui fait que le rempart n'avançait jamais et à un moment je le faisais même reculer et il comprenait pas du haut de ses 5 ans pourquoi il arrivait pas et moi je me pissais dessus de rire et à un moment je lui ai fait montrer la montagne de Lego qui était cachée derrière moi. Mais je pense que c'est sympa pour un gamin de 5 ans d'avoir un grand frère de plus âgé, quoi. C'est qui joue et qui organise des jeux comme ça, quoi. Vous étiez un grand frère plutôt protecteur avec lui? Ouais. En même temps, j'avais quand même un petit pistolet à billes, ça il s'en souvient, qui lançait des petits rouges et il en a reçu quelques-unes sur les cuisses. Il vous en veut encore un petit peu? Le genre de jeu aujourd'hui qui serait totalement interdit parce que c'est super dangereux pour les yeux, en fait. Votre premier cinéma, finalement, ça a été le cinéma Rex de Guignon, puisque c'était le cinéma où votre grand-père était projectionniste. Alors, plutôt bénévole parce que je crois il avait une véritable profession. Oui, il était coiffeur. Il était coiffeur et puis le dimanche il faisait les projections Morex, ouais. Mais j'ai gardé sa carte d'identité de professionnel quand même, de projectionniste, ainsi qu'une photo de lui à côté du projecteur. Donc j'ai gardé ses souvenirs. Ouais. Premier scénario pour vous, première production, première allez on va dire projection ou en tout cas démonstration au public. C'est un spectacle de marionnettes, vous avez 8 ans. Oui, en fait, ce que j'ai réalisé assez tardivement, c'est que je ne fais pas partie de ces réalisateurs qui ont découvert le cinéma, la cinémathèque, les rats de cinémathèque. En fait, moi j'ai eu l'envie de faire bien avant l'envie de voir. C'est-à-dire j'ai découvert le cinéma finalement assez tardivement avec le ciné-club de Claude Jean-Philippe à la télé, avec Patrick Brion aussi, et puis aussi des révélations comme Il était une fois dans l'Ouest que j'ai vu quand j'avais 17 ans. Mais sinon, dès l'âge de 8 ans, je commençais à fabriquer des choses qui ressemblaient à des bouts de film, en découpant les disques de Viewmaster en relief, et en changeant l'ordre des images, ou en faisant un petit théâtre de marionnettes, etc. Donc il y avait l'envie de fabriquer, et je me rendais pas compte du tout que ça pouvait s'appeler être metteur en scène, que ça allait devenir un métier. Mais il y avait le plaisir de faire, qui a toujours été notre philosophie à Caro et à moi, et encore aujourd'hui. Récemment, j'ai fait un petit film d'animation, 2 escargots s'en vont. Je l'ai fait pour le pur plaisir, quoi. C'était avec Romain Segaud, on a fait ça pour s'amuser. On n'en attendait aucune retombée. Les marionnettes vous ont accompagné largement dans votre carrière. Par exemple, il me semble que la première récompense que vous avez eue, c'était pour un film réalisé avec des marionnettes. Oui, alors marionnette n'est pas vraiment le terme qui convient. Oui. Les Américains appellent ça le stop motion, ça fait beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel. Mais c'est vrai que ce sont des petits personnages articulés qu'on anime image par image. C'est la technique qu'utilise Tim Burton pour des films comme Les Noces funèbres ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'ai commencé comme ça effectivement et j'avais gagné un César que m'avaient remis Romy Schneider et Roman Polanski. Alors toutes ces anecdotes-là sont dans le bouquin mais avec des détails un peu ludiques. Par exemple, je raconte que je rentre à la maison et je vois que mon répondeur annonce 120 messages. Je me suis dit zut, il a
il a disjoncté. Et en fait, non, il y avait 120 personnes qui m'avaient appelé. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, cette émission était extrêmement regardée. Je m'en rendais pas compte, en fait. Il me semble aussi me rappeler que à la suite de cette remise de récompense, vous auriez pu, c'est en tout cas ce que vous vous dites aujourd'hui, aller saluer un grand cinéaste et vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le saluer. Vous le regrettez un petit peu? C'était à la sortie du Fouquet, où il y a le dîner traditionnel des Césars, effectivement. Et il y avait François Truffaut qui était là. Il avait gagné une dizaine de Césars pour le dernier métro. Et j'avais envie d'aller le voir et de lui dire, vous voyez, merci, parce que ce César que j'ai dans les mains, c'est un petit peu grâce à vous, parce qu'un jour, j'ai vu ce film qui s'appelait La Nuit américaine, de vous. Et ça m'a tellement emballé. J'ai su avec une conviction inébranlable que je ferais ça un jour. J'ai pas osé, parce que j'étais un peu timide et c'est un des grands regrets de ma vie. Donc je raconte aussi que, par contre, j'ai pas fait la même chose avec Claude Berry lors de la fermeture de la Cinémathèque de Chaillot. J'ai osé aller le voir, mais évidemment j'avais un peu plus de bouteilles. D'ailleurs, il pensait que j'allais l'engueuler parce qu'il n'avait pas voulu produire Amélie Poulain. Alors j'ai vu un mouvement de panique dans ses yeux et je lui ai dit non, je voulais juste vous dire que tous les ans, quoi qu'il arrive, je revois Jean de Florette et Manon des Sources, justement en Provence, et il avait les larmes aux yeux, donc ça m'a fait plaisir de lui dire qu'il était déjà malade. Les frustrations font partie du métier de cinéaste, on le sait. C'est pas toujours évident de mener un projet jusqu'au bout. D'ailleurs, vous le savez plus que quiconque. Votre première frustration, vous étiez en colonie de vacances. On ne vous a pas confié les règles de la réalisation. J'avais oublié celle-là. Mais ouais, mais c'était incroyable, quoi. On fait un spectacle sur scène et on me laisse pas faire la mise en scène. C'était intolérable, quoi. Pour moi, c'était évident que j'étais le mieux placé pour faire ça. Bon, c'était difficile de leur expliquer, mais je me souviens que j'étais vraiment frustré. Ouais, cela dit, vous vous êtes bien rattrapé à l'armée, non? Non, ils voulaient que je filme un petit peu l'arrivée des Bidas pour expliquer ce qui allait leur arriver. Ouais. Moi, je les suis jouer un petit peu, vous savez. Moi, j'étais insoumis, les gendarmes sont venus me chercher. En gros, allez vous faire foutre. Ça les a pas dérangés plus que ça. Ils m'ont mis dans une section de combat. Heureusement, j'avais le permis de conduire, donc je me suis retrouvé chauffeur et je me suis retrouvé un petit peu privilégié quand même. Jean-Pierre Jeunet, tout à l'heure, vous le disiez un petit peu, votre premier choc cinématographique, c'était à l'âge de 17 ans. Il était une fois dans l'Ouest. C'était une fois dans l'Ouest, ça. Ouais. De Sergio Leone, ouais, j'ai vu ça au Sable d'Olonne parce que j'avais pas eu assez d'argent de poche pour me payer la projection d'exclusivité, comme on disait. Donc pendant les vacances, il repassait des vieilles copies toutes pourries, toutes rayées des films de l'année. Et pour 3,50 €, je me souviens encore, je l'avais vu. Et là, ça a été un choc, mais alors colossal, quoi. Je n'ai pas pu parler pendant 3 jours. Mes parents me disaient, qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Et je dis, non, vous pouvez pas comprendre. Enfin, non, c'était vraiment une révélation qu'on peut faire du cinéma ludique, avec des gros plans, en jouant avec les effets sonores, avec des focales courtes. Enfin, j'analysais pas à l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire, une focale courte. Mais donc, et je pense que j'ai pas fait un seul film qui ne rende pas hommage Il était une fois dans l'Ouest. Vous avez dit, à ce moment-là, vous venez de le dire à vos parents, qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que ils ont fini par comprendre votre lien, votre rapport, votre passion pour le cinéma? Non, il a fallu que je gagne un César justement pour le film Le Manège, pour qu'enfin ils comprennent et que mon père arrête de me tanner pour que je passe des examens au PTT, parce que je travaillais comme lui au PTT, parce que il s'est passé un moment très très important dans ma vie, c'est quand des amis de mes parents sont venus avec une caméra Super 8 à la maison. Et donc j'avais 16 ans, un truc comme ça. Et donc le monsieur me l'a prêté, j'ai appuyé sur le déclencheur. J'ai encore le plan, j'ai tourné, on voit mon petit frère, plan sans aucun intérêt, quoi, familial. Mais ça a été une révélation parce que j'ai senti la vibration de la caméra, l'odeur du plastique, j'ai entendu la pellicule qui tournait. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait d'avoir une caméra pour être metteur en scène. C'était pas plus compliqué que ça. Donc j'ai travaillé tout de suite. Je suis rentré à ce qu'on appelait les PTT à l'époque. J'ai installé des centraux téléphoniques dans l'est de la France. Et avec tout mon argent, j'ai acheté le matériel pour pouvoir faire des premiers courts-métrages. Voilà, ça n'a jamais été plus compliqué que ça pour moi. À la lecture de votre livre, ce qui est passionnant, c'est qu'on rencontre finalement beaucoup de monde. Par exemple, vous évoquez le professeur Choron que vous rencontriez régulièrement pour vos articles que vous réalisiez pour Charlie Mensuel. Oui, avec Phil Cazoar, on écrivait une rubrique qui s'appelait What's Up Doc. Et effectivement, on allait chercher nos chèques. On s'arrangeait toujours pour y aller les jours de clôture du Charlie Hebdo. D'abord parce que comme ça, on pouvait torturer gratuit, parce qu'il y avait des andouillettes qui traînaient sur la table et des fromages. Et parce qu'à l'époque, on était vraiment pauvres. Et en même temps, c'était agréable de les voir boucler le journal, de voir Cavana engueuler toute la bande, de voir Reiser, Volinsky, Cabu, GB, etc. Et je crois que j'ai gardé encore quelques dessins qui traînaient sur la table, des dessins refusés, qui jetaient à la poubelle, quoi. On les volait pas, hein, mais on a gardé quelques-uns.
qui doivent valoir de l'or évidemment maintenant. Hein. Oui, je sais pas, je suis pas sûr, mais. Alors, vous évoquez évidemment vos débuts difficiles dans votre ouvrage. Est-ce que ces débuts compliqués ont été selon vous nécessaires pour construire votre carrière? C'est une question qu'on pourrait poser presque à n'importe qui. On parle pas que de cinéma, là, on parle finalement de la vie au sens large. Est-ce qu'on fait la même carrière quand on n'a pas eu les mêmes galères du début? Je pense pas que ça soit jamais facile de commencer à être cinéaste pour personne. Aujourd'hui, le monde a bien changé durant les 3-4 dernières années, donc c'est vrai que maintenant on va chercher plutôt des acteurs pour faire les films ou des comiques. Et si vous avez balancé 3 vannes à Canal+, vous êtes sûr de faire un long métrage aujourd'hui. Mais néanmoins, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça pour eux non plus. Le marketing, vous le savez, a commis un putsch. Le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. Et donc, maintenant il y a un dictatoriat des costumes cravates pour faire du profit à tout prix. Et moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu faire des films à une époque où c'était extrêmement difficile, mais c'était possible. On me dit aujourd'hui qu'un film comme Amélie Poulain ou Délicatessen n'aurait aucune chance de le faire. À l'époque, c'était vraiment galère, mais on y arrivait. Et c'était génial parce qu'on a pu avoir des gros budgets, une liberté totale et absolue. Même quand j'ai fait Alien à Hollywood, j'avais une grande liberté que je n'aurais plus aujourd'hui. Et quand même un certain succès pour la plupart des films. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et cette chance-là, aujourd'hui, maintenant, c'est plus difficile. Je plains la nouvelle génération qui arrive. Il vaut mieux qu'ils passent par avoir des followers en faisant des tutoriels à expliquer comment on se recoiffe le matin sur YouTube pour devenir célèbre et faire des films. Maintenant, c'est plus ça la voie. Sur YouTube, il y a quand même, me semble-t-il, quelques courts-métrages qui sont proposés par de nouveaux réalisateurs, la nouvelle génération. Est-ce que de temps en temps, vous y jetez un petit coup d'œil par curiosité? Bien sûr, oui. Oui, bien sûr, on trouve des choses absolument formidables sur le net. Quand je mets la main dans Pinterest le matin, ça me rend malade parce que je peux plus me lever, quoi. Parce que on rebondit de menu en menu, de sous-menu en sous-menu, et on découvre des photos, des vidéos, des trucs faits par des gens absolument incroyables. C'est une source de découverte et de génie. Alors après, je pense justement que c'est plus facile de faire des choses graphiques ou de vidéos que du cinéma. Le cinéma, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de moyens, évidemment. C'est pour ça que aujourd'hui, la liberté s'est restreinte puisque le marketing a pris le pouvoir. Il faut absolument faire du profit et que ça coûte pas cher. Et moi, j'ai quand même pris l'habitude de faire des films avec des gros budgets. Donc, c'est plus compliqué. D'après vous, comment vous expliquez le fait que vous avez réussi à faire, on va dire, un cinéma d'auteur pour un large public? C'est très compliqué en général. C'est pas faux. Alors, le plus bel exemple, c'est Amélie Poulain, qui au départ était pour moi un tout petit film. Je revenais d'Hollywood, je faisais mon petit film à moi. On aurait fait 1 million d'entrées, j'étais parfaitement content. J'aurais signé de 2 mains pour ça. Et quand vous faites votre petit machin tout à fait personnel et qu'il atteint le phénomène de société, que ça fait tache d'huile dans le monde entier, alors ça, c'est le rêve de tout créateur, finalement. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Souvent, on me demande, mais t'as pas de regrets parce que quand même, c'est lourd. Et puis après, derrière, oui, c'est pas facile derrière parce qu'on aimerait que ça soit tout le temps ça. Mais quand même, mais quelle chance j'ai eu, quoi. Donc, Amélie restera pour moi le meilleur souvenir de ma vie professionnelle à jamais parce que c'est le rêve de tout créateur. Amélie, c'est bien sûr une très belle rencontre avec Audrey Tautou. Je pense également à Dominique Pinon, qui sont donc tous les deux, Audrey Tautou et Dominique Pinon, des acteurs que qu'on retrouve régulièrement dans vos films. Vous aimez comme ça vous entourer des mêmes acteurs et des mêmes collaborateurs, même celles et ceux qu'on voit pas à la caméra, d'ailleurs, à l'image. Oui, alors ce qu'on appelle les techniciens, je déteste ce mot. Moi, j'appelle ça les collaborateurs artistiques. Oui, parce que c'est un peu comme une famille. On s'aime, on se connaît, on connaît nos qualités, nos défauts. On gagne beaucoup de temps, on n'a pas besoin de repartir à zéro. Certains vont faire exactement l'inverse, vont changer à chaque fois pour justement bousculer les choses. Je comprends, je respecte aussi. Clint Eastwood a travaillé toute sa vie avec les mêmes équipes. Voilà, c'est une question de philosophie. Après, les acteurs, c'est un peu différent. C'est que moi, j'aime bien les acteurs de composition, les tronches, un peu comme toutes ces familles d'acteurs d'après-guerre, les Michel Simon, les Carrette, les Louis Jouvet, etc. Et il y en a pas non plus 100 milliards, donc c'est peut-être aussi pour ça que je retravaille souvent avec Rufus, avec Dreyfus, avec Tiki Olgado quand il était vivant, avec Pinon ou d'autres. Donc après Audrey, j'ai pas travaillé tant que ça, j'ai fait 3 choses, dont une publicité pour Chanel, donc j'ai fait que 2 films avec elle. Certains films se sont inspirés, me semble-t-il, des vôtres, et un jour vous avez même dû appeler
un producteur ou en tout cas une agence de production pour leur signifier qu'il y avait un film qui s'inspirait d'Amélie, c'était Amélie. Enfin, selon vous, c'était Amélie, mais selon eux, c'était pas Amélie. Oui, non, c'est merveilleux. Bon, il y a eu tellement de piratage, mais surtout en publicité. Alors là, si on avait fait des procès, Caro et moi, avec Délicatessen, ou moi plus tard avec Amélie, mais j'aurais pu vivre. Mais j'ai toujours détesté ça. Mais bon, mais c'est tous les jours que je vois des films qui s'inspirent de. Alors, Coco Chanel disait, tout ce qui n'est pas volé n'est pas intéressant. Donc, on peut se dire ça, quoi. Et cette fois, voilà, c'était une publicité, mais vraiment piquée sur moi. Et je me suis permis d'appeler l'agence quand même, simplement pour leur suggérer que la prochaine fois, ils m'appellent moi. Je saurais peut-être mieux faire que quelqu'un d'autre. Et on m'a répondu, ah non, mais c'est pas Amélie Poulain qu'on vous a piqué, c'est Pas de repos pour Billy Bracco, votre court-métrage. Alors, j'ai trouvé cet aveu formidable quand même. Je dis, dans ce cas-là, alors il n'y a pas de problème, quoi. Allez-y. On parlait tout à l'heure un petit peu de Délicatessen. On a tous en tête, me semble-t-il, la scène du lit qui grince, finalement cette chorégraphie basée sur le rythme des grincements du lit, elle vous est venue comment cette idée? Je crois que c'est votre scène préférée d'ailleurs du film. Oui, je l'aime bien. C'est une scène, il a fallu que je me batte pour la garder, parce que Caro et Gilles Adrien, notre co-scénariste, disaient qu'elle servait à rien, ce qui était vrai. On aurait très bien pu la couper. On a fait des tests, je me souviens, certains spectateurs pareil, on dit, il faut la couper, et puis, heureusement, Hervé Schneid, mon monteur, m'a dit, mais non, elle est super, on la garde. Bon. Heureusement qu'il s'est battu et qu'on l'a gardée. Mais, elle est venue que je travaillais à mes débuts chez Manuel Otero, un réalisateur de films d'animation, et souvent, le matin, il arrivait au studio, et il disait, oh là là, j'ai encore rien dormi, c'était une nuit, niègue. Niégue, c'était le matelas qui grinçait chez ses voisins du dessus. Donc ça l'empêchait de dormir. Alors je me suis souvenu de cette anecdote et c'est ça qui a donné l'idée du lit qui grince de Délicatessen. Donc pour vous, finalement, toutes les scènes ne doivent pas avoir une véritable utilité, ne doivent pas toujours servir le scénario d'un film. À condition qu'elle soit cohérente avec le reste du film. Faut pas que ça devienne comme un cheveu sur la soupe. Donc elle s'intégrait parfaitement, elle était marrante. Et quand même, on voyait Dominique Pinon au boulot, elle s'inscrivait dans l'histoire. Mais c'était une petite parenthèse amusante qui d'ailleurs a servi de bande-annonce, du coup. C'est dans ce film-là, Délicatessen, qu'il y a une anecdote avec un tuyau d'arrosage? Alors, un tuyau d'arrosage... Qui aurait été coupé qui aurait été coupé à l'image 20 ans plus tard. Oui, effectivement, dans Délicatessen, il y avait un vieux tuyau d'arrosage qui traînait dans le brouillard, et à cause du brouillard, on l'avait pas vu au tournage. Mais alors, vraiment, fallait le voir, hein. Ça faisait une espèce de truc par terre, il y a que Caro qui savait ce que c'était, et ça le rendait malade pour lui, là. Il aurait jamais fallu sortir Délicatessen en salle. C'était un film totalement raté, un désastre à cause de ce tuyau. Et quand on a fait enfin les retouches numériques pour le faire les DCP modernes, les copies numériques, on a pu se permettre de l'effacer parce que à ce moment-là, c'était tellement rien, ça a pris 2 secondes. Il me semble, Jean-Pierre Jeunet, que vous faites partie de ces cinéastes qui ont une véritable identité, ça c'est clair, graphique sur chacun de leurs films. Et pour vous, en tout cas, il y a une couleur pour chaque film. Délicatessen, on est plutôt sur l'orange-rouge, sur le bleu, me semble-t-il, bleu-blanc pour un long dimanche de fiançailles. Encore que il faudrait que je le revoie, mais il y a des couleurs pour chaque film. Disons que Caro et moi, comme on vient un peu de l'animation, de la bande dessinée, on s'est toujours senti un petit peu loin du réalisme. Donc un peu comme des peintres, on a envie d'interpréter la réalité, de modifier l'image, d'avoir un regard sur ce qu'on fait, un regard sur le monde, quoi. C'est pour nous plus intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on a un mépris pour les films réalistes, mais en tant que fabricant, on préfère l'interpréter. Donc les couleurs en font partie. C'est vrai qu'on les modifie. Alors ça, c'est des reproches qu'on a toujours eu, hein. Des films esthétisants, des films, les couleurs chaudes. Qu'est-ce que j'ai entendu avec ça? Mais c'est assez drôle d'ailleurs parce que dans les pays anglo-saxons, l'Amérique ou l'Angleterre, c'était toujours des compliments. Et c'est qu'en France que c'était négatif parce qu'on aime tellement en France le réalisme que c'est souvent la conjuration des médiocres. C'est-à-dire on fait l'apologie de la médiocrité. En France, plus c'est laid et plus ça devient conceptuel. C'est un petit peu quelque part le même chose que l'art contemporain, quoi. Où une paire de chaussures posée dans une grande pièce, ça devient de l'art absolument génial. Ou une toile blanche, vous voyez. Donc nous on est laborieux avec Caro, on croit en la vertu du travail bien fait et on aime fabriquer, on aime jouer avec tous les éléments du cinéma, que ce soit les costumes, les décors et entre autres les couleurs, comme la musique, comme les dialogues, comme tout, quoi. Et puis vous le disiez effectivement, chez nos voisins anglo-saxons, il y a quand même des réalisateurs qui utilisent ces codes couleurs très spécifiques. On pense, je sais pas, à Tim Burton, à Wes Anderson, Woody Allen.
Il y avait une anecdote d'ailleurs que je crois que je la raconte dedans. C'était une journaliste de l'Est républicain qui me dit mais quand allez-vous arrêter avec toutes ces couleurs chaudes et votre esthétisme? Alors j'ai dit oui je sais, je fais mon mea culpa, je vais faire un effort, le prochain film sera très très laid et comme ça j'aurai de bonnes critiques dans Télérama. Et ben la femme l'a repris au premier degré, le réalisateur fait son mea culpa, vous voyez. Ça vous donne le niveau, quoi. Dans cet ouvrage que vous sortez, Jean-Pierre Jeunet, on parle forcément de cinéma, donc on est de temps en temps dans les anecdotes plutôt techniques, je dirais, et puis de temps en temps on est aussi dans les anecdotes de vie, avec par exemple lors du tournage d'une publicité, votre régisseur qui est devenu un véritable héros en sauvant de la noyade une personne. Oui. C'était à Istanbul, devant la gare d'Istanbul. Effectivement, un Turc est tombé dans l'eau, il devait être un petit peu sous, je pense. Dans le Bosphore. Et tout le monde se regardait sans trop savoir quoi faire, parce que c'est là où on réalise qu'on a 10 kilos de trop, les chaussures aux pieds, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas nagé. Et donc, heureusement, un de nos régisseurs, lui plus jeune, svelte et sportif, s'est jeté à l'eau et a sauvé le garçon, qui est parti en ambulance, toujours aussi sous, et qui a jamais compris ce qui lui arrivait, en fait. Vous avez également des anecdotes sur un certain producteur américain, Harvey Weinstein, qu'on ne présente plus. Mais là, pour vous, c'est des histoires de coupe. Pas de coupe de cheveux, de coupe de film. C'est ce que j'ai essayé de dire quand le scandale Weinstein est apparu, puis je me suis vite calmé parce que j'ai compris vite que la seule chose qui intéressait les journalistes, c'était des rumeurs de scandale avec les femmes. J'essayais de dire que sa volonté de posséder les femmes, c'était pas que avec les femmes. Ce type est un malade mental et il avait la volonté de posséder tout le monde, y compris les auteurs, en leur remontant, en leur saccageant leurs films, ses collaborateurs, les gens avec qui il signait des contrats, et même l'Académie des Oscars, puisqu'il est de notoriété publique qui trichait, en envoyant des chèques d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que nous, on n'a pas gagné l'Oscar pour Amélie, parce que Weinstein a été boycotté cette année-là. Et à juste titre d'ailleurs, bon, c'est mal tombé que c'était l'année d'Amélie, mais bon, si on l'avait eu, peut-être qu'on l'aurait pas mérité, puisqu'il aurait fait ce qu'il fallait pour ça. Donc voilà, ce type était un épouvantable personnage, et ce qui lui est arrivé, je peux même pas dire que ça m'a fait plaisir, parce que quelque part, j'aurais préféré moi personnellement qu'il tombe pour justement ces abus envers les auteurs. Maintenant, ce qu'il a fait envers les femmes est 100 fois pire, donc de toute façon, voilà, il a disparu, et c'est une bonne chose pour le cinéma. Une phrase dont on pourra se souvenir: tout metteur en scène doit avoir fait un film en noir et blanc, un grand succès, un film américain et un film qui ne s'est jamais fait. Le vôtre, ça a été le film Life of Pi, l'Odyssée de Pi, pardon pour l'accent, dont vous deviez être donc le réalisateur, mais pour des problèmes de coût, la Fox n'a pas accepté de continuer l'expérience, quoi. Tout metteur en scène a eu une expérience comme ça, hein, ou plusieurs. Que ce soit Marcel Carné, que ce soit Tim Burton avec Superman, Marcel Carné avec Les Enfants Perdus, que ce soit Kubrick avec son Napoléon. Enfin, je veux pas me comparer à ces metteurs en scène là, mais tout le monde. Et moi, c'est l'histoire de Pi. J'ai travaillé quand même 2 ans et demi dessus. J'ai fait un storyboard complet. J'ai écrit un scénario d'abord qui était vachement bien. C'était une vraie adaptation. C'était pas un copier-coller du livre comme le film de Ang Lee. Et voilà, j'ai travaillé 2 ans et demi dessus, mais malheureusement, la Fox ne voulait pas dépasser 60 millions de dollars, et ils m'ont demandé de le produire, et on a fait un budget européen, et malheureusement, on était à 59 millions, donc c'était bien, mais en euros, et la différence entre l'euro et le dollar faisait que c'était aussi cher. Donc ils m'ont dit, on va retourner à la case départ, on va réfléchir de nouveau, et j'ai compris que j'allais passer 10 ans sur ce film, donc j'ai préféré renoncer et faire autre chose. Et puis finalement ils l'ont confié à Ang Lee, et ça a coûté 120 millions à l'arrivée. Donc bon, mais Ang Lee étant ami avec le président de la République de Taïwan, c'est Taïwan qui a payé la moitié du film. Donc tant mieux. Bon, le film est très correct, c'est juste un copier-coller du livre avec tous ses défauts, mais bon, je pense que notre adaptation était plus intéressante. Alors, on le disait tout à l'heure, sur votre site personnel, il y a quelques anecdotes supplémentaires, il y a quelques billets d'humeur, enfin en tout cas il y a quelques articles, quelques storyboards également que vous laissez. C'est pour ça que je parle de ça maintenant, c'est parce que vous avez placé quelques dessins qui étaient en lien avec le film Life of Pi, que vous auriez pu imaginer. Mais bien sûr, oui, bien sûr, oui. Bah oui, parce que le storyboard était intéressant, puisqu'on j'ai fait faire une maquette du bateau, du tigre et de l'enfant, et j'ai tout photographié avant d'y redessiner, parce que c'était très compliqué à dessiner, à imaginer, dans la mesure où un bateau est symétrique, et que c'est très, voilà, c'est un peu abstrait, c'est très limité en fait.
Donc voilà, j'ai mis des exemples de ça. Il y en a, on les voit aussi à la Halle Saint-Pierre, à l'exposition, avec la maquette d'ailleurs du tigre, du bateau, tout ça. Mais comme nous, on adore travailler avec Caro, et moi j'ai continué pareil après, ou lui avec son Dante, son film personnel, on continue à faire des storyboards, même quand je fais des publicités, mais c'est presque plus pour le plaisir de s'amuser à travailler. Quels sont les conseils que vous vous donneriez avec toute l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui? Vous devez donner un conseil à vous-même qui avait 20 ans. Oui, non, je pense qu'il faut écouter son cœur. Il faut aussi parfois écouter sa raison, parce que des fois on fait des erreurs. Moi, ça me fait marrer quand j'entends les gens qui disent moi je n'ai aucun regret. C'est pas vrai, on a tous des regrets on se dit tiens, j'aurais peut-être mieux fait de faire ça. Mais ça sert à rien en fait. Il y a un moment quand on prend une décision, c'est parce que c'est la bonne décision à un moment donné. Puis après, évidemment, on se dit tiens, j'aurais peut-être pu faire autrement. Donc il faut écouter son cœur, voilà. Après, quand on fait des choses, il faut aussi être un petit peu ça. C'est pas un conseil de moi, c'est un conseil de Ridley Scott. Il faut être un peu comme un chien qui tient un bâton dans sa gueule et qui veut pas le lâcher, quoi. Vous savez, on essaie de lui enlever, il grogne, c'est un jeu, mais il faut pas lâcher le bâton. Donc faut rien lâcher, quoi. Vous venez de citer Ridley Scott, on pense donc forcément à Alien. Est-ce que ça a été cette aventure-là la plus compliquée en tant que cinéaste? Parce qu'on peut imaginer que aller travailler avec les États-Unis, c'est pas toujours simple. C'était compliqué parce qu'il y avait une énorme pression, bien sûr, parce qu'il y avait un énorme budget et que les Américains, c'est pas des enfants de cœur, c'est-à-dire il fallait pas dépasser. Et un film de science-fiction, ça peut vite déraper. Donc il y avait une énorme pression. Après, j'étais quand même un peu malchanceux parce qu'il y avait beaucoup de films de science-fiction qui se tournaient en même temps. Et j'ai hérité d'une bande de bras cassés pour les effets spéciaux de plateau, les choses en direct. Il y avait rien qui marchait jamais. Et au niveau de la caméra, c'était pareil. Mon premier moteur que je raconte, moteur rolling, c'était émouvant quand même à Hollywood. Et la caméra était déjà en panne, elle n'est jamais partie. Donc ça a été un peu le symbole de ce tournage où il y avait beaucoup de problèmes techniques. J'ai jamais fait un plan qui se passe bien pendant ce film. C'était compliqué. Et vous disiez tout à l'heure que Amélie Poulain restera, ou pour le moment reste votre meilleur souvenir. Pour quelle raison? Le meilleur souvenir de ce qui s'est passé ensuite, je dirais. Ensuite, après, le tournage était très agréable avec Audrey Tautou, avec l'équipe. C'était presque un peu trop facile. Je me rends compte que tous mes films, il y a eu un moment au milieu, une catastrophe qui menaçait la survie du film. Les films ont tous failli s'arrêter à un moment, sauf Amélie. Amélie, c'était assez paisible. J'allais à pied au tournage à Montmartre. C'était agréable. Il n'y avait pas de problème. C'était un bonheur de travailler avec Audrey. Donc celui-là était facile. Et puis après, ce qui s'est passé derrière était évidemment extrêmement gratifiant. Parce que dans vos films, et là on le voit bien avec Amélie Poulain, la bande originale signée Yann Tiersen est plus que fondamentale. Si je vous demande de penser à une bande originale de film qui vous a marqué en tant que spectateur, en tant que public, vous penseriez à quelle bande originale? Je vais reciter Il était une fois dans l'Ouest, évidemment, où la musique faisait partie intégrante de l'histoire, puisque Sergio Leone tournait parfois des scènes en musique, de la musique qui avait été composée avant. Je pourrais citer Le Parrain aussi, où il y avait la musique de Nino Rota et du père de Coppola, qui se mariait parfaitement avec le film aussi. Et Il était une fois dans l'Ouest, cette musique-là, vous l'avez écoutée des milliers de fois dans votre chambre, adolescent. Sûrement oui. Et je collectionnais les 45 tours de musique de film. Alors je racontais ça. Aujourd'hui, les gamins piratent sur Internet. Nous, le piratage à l'époque, on volait les 45 tours au magasin Réuni de Nancy vers 13h parce que c'était l'heure où le lycée Poincaré était juste à côté, donc on sortait, on y allait. Puis les vendeuses, c'était l'heure du déjeuner, il y en avait moins, donc c'était plus facile de piquer un ou deux disques. Mais j'ai toujours fait ça avec une culpabilité terrible, je déteste faire ça. Mais si on voulait lire Graham Greene, Hemingway ou écouter la musique de La vie, l'amour, la mort de Claude Lelouch ou Il était une fois dans l'Ouest, on n'avait pas trop le choix. Jean-Pierre Jeunet, on enregistre cette interview à l'heure que le Festival de Cannes est en train de se terminer. Vous y êtes allé, vous l'avez suivi, c'est un événement qui vous intéresse? Pas cette année, mais non, à Cannes, il faut y aller que quand on a quelque chose à y faire, ou alors en cinéphile, vous pouvez y aller en cinéphile et vous dévorer du film, ce que je faisais quand j'étais jeune. Après, j'ai tout fait à Cannes. J'ai habité dans des chambres de bonne, sur des bateaux magnifiques, dans des villas sublimes. J'ai tout fait. J'ai fait l'ouverture avec la Cité des Enfants Perdus, qui était absolument un cauchemar total, puisque Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur français disparu aujourd'hui, m'avait dit: vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse. Et c'était le cas, sauf qu'à la fin, il m'a dit: mais estimez-vous heureux? On n'a entendu aucun strapontin claquer et aucun sifflet. Alors que nous, on était défaits avec Caro. On a eu 30 secondes d'applaudissements polis.
oui, mais ça s'était exceptionnellement bien passé pour un film français qui faisait l'ouverture. Donc voilà, j'ai tout donné. J'étais président de la Ciné Fondation aussi l'année où Scorsese était président. Enfin, j'ai tout donné à Cannes, j'ai tout fait. On va rappeler quand même, avant de se quitter, Jean-Pierre Jeunet, qu'il est possible de se procurer vos scénarios de films, toujours aux éditions Leitmotiv. Je crois qu'il y a le scénario de Delicatessen, de La Cité des Enfants Perdus, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Il me semble qu'il y en a d'autres également. Il y en a un qui a pas été tourné, qui s'appelle 110 degrés en dessous de zéro. Alors pour les maniaques, ça peut être marrant de lire ça, d'un film dont on a récupéré des petits bouts, quelques séquences qu'on retrouve dans d'autres films. Ça peut être marrant pour les spécialistes. Et pourquoi n'a-t-il jamais été tourné, ce film? C'était au tout début, donc c'était trop cher, on n'était pas connus, on n'y arrivait pas, tout simplement. Et alors, pour m'amuser un petit peu, j'ai tapé 110 degrés en dessous de zéro sur Internet et je suis tombé sur un autre film qui n'a rien à voir avec le vôtre, qui est plutôt... Bon mais alors, il m'a semblé que c'était un film plutôt de science-fiction. Comme son nom l'indique, les acteurs, les personnages se retrouvent dans le froid. Alors voilà, ça y est, encore un film qui a été pompé alors qu'il n'existe même pas. De mieux en mieux. Bon, en tous les cas, nous, on vous recommande vraiment de découvrir votre ouvrage avec 500 anecdotes que vous proposez, mais il y en a plus. Je crois que ma préférée, c'est ma rencontre très riche avec Marguerite Duras. Je raconte que ça se passait dans les couloirs d'une maison de post-production. On s'est croisés dans le couloir et je lui ai marché sur le pied. Elle a dit aïe et je lui ai dit pardon. Voilà. Et ça a été énorme. Énorme. Ouais, j'avoue que j'ai bien aimé comme disaient des proches, Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle en a filmé aussi. Ouais, j'avoue que j'avais bien aimé le manège qui s'est transformé en ménage. C'est vrai, oui. C'est Polanski qui a fait un petit lapsus. Bon, c'est pas très grave. 260 pages à découvrir. Il y a 15 illustrations originales de Charlie Poppins, donc qui illustre avec brio votre ouvrage. Et donc nous on vous le recommande. Et d'ailleurs on a cet exemplaire à vous offrir sur Cinéma Radio, tout simplement en écoutant Cinéma Radio, puis en allant sur nos réseaux sociaux pour continuer à nous suivre. Merci infiniment Jean-Pierre Jeunet d'avoir été avec nous avec cette connexion internet aujourd'hui. Merci à vous. Plaisir. Vous voulez qu'on se quitte avec quelle bande originale? Comme vous voulez, elles sont toutes bien les musiques de mes films. Prenez ce que vous voulez. Allez, peut-être qu'on pourrait partir sur la musique qu'on entend lors du grincement de lit de Delicatessen avec Dominique Pino notamment. Il n'y a pas de musique à ce moment-là. Il n'y a pas de musique, c'est juste du grincement? Ah oui. Vous voyez, c'est tellement bien fait que j'avais l'impression qu'il y avait de la musique. Musicalité de bruitiste. Oui, j'avais l'impression. Bon, on va quand même écouter ensemble ce moment qui est un moment finalement musical. Merci beaucoup Jean-Pierre Jeunet d'avoir été avec nous. Ciao. Thank you.